Bonjour à tous. Écoutez, il est 10h05, je propose de commencer. Merci à tous de vous être connectés sur ce webinaire Réseau-Blog qui a pour sujet l'introduction à LISP. Donc LISP, c'est le protocole Locator ID Separation Protocol, donc c'est le RFC 6830. En fait, on a un certain nombre de RFC qui vont décrire LISP, du 6830 au 6837. Donc je rappelle, je pense que si vous êtes arrivé sur ce webinaire, c'est que vous souhaitez, c'est que vous connaissez, pardon, l'URL du blog réseaublog.cisco.fr. Alors j'ai décidé de poursuivre les webinaires sur le blog en plus des webinaires Cisco que vous suivez peut-être pour faire peut-être des sujets un peu plus technologiques sur les protocoles, pas forcément d'ailleurs sur les produits, mais plus en parlant des divers protocoles et solutions que l'on peut mettre en œuvre. Donc la LISP, je redémarre assez fort sur le Locator ID Separation Protocol. On va ensemble, alors le webinaire, j'avais proposé 1 heure dans l'invitation. Je pense qu'on débordera un petit peu. Au moins la théorie sera vue. Après, on a pas mal d'exemples d'utilisation. Pour ceux qui peuvent rester, à la limite, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce protocole. Et puis pour les autres, tant pis, j'enregistre de toute façon la session et vous pouvez me joindre, que ce soit sur le blog, sur Twitter ou par email, et je vous enverrai le recording pour suivre éventuellement la fin si vous êtes intéressé. Alors je propose de démarrer sans plus tarder ce webinaire avec donc un petit peu de théorie. Ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre un petit peu comment LISP va fonctionner dans le détail. Alors on va faire un peu de packet flow, un petit peu de control plane, regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc j'espère que vous avez pu prendre un petit café. C'est pas compliqué du tout, mais il faut quand même être un petit peu attentif, parce que de ça on va pouvoir comprendre assez aisément. Une fois qu'on a compris comment fonctionne le protocole, on va pouvoir comprendre assez aisément ce qu'on va pouvoir en faire, et que à la limite, peut-être pour en faire des choses dont on n'a pas encore pensé, quoi. Donc c'est un peu ça qui est intéressant avec LISP. C'est initialement, on avait pensé à des cas d'utilisation et on s'est rendu compte que ça a ouvert pas mal de perspectives, que ce soit pour de la virtualisation, du déploiement d'IPv6, de la mobilité dans le data center. Bref, tous ces exemples que je décrirai un petit peu ultérieurement. Alors, on va prendre un exemple, et d'ailleurs c'est pour ça que LISP a été créé, un exemple aujourd'hui d'une entreprise qui serait connectée sur Internet, et on va regarder un petit peu ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce que doit faire toute entreprise qui se connecte sur Internet, dans l'hypothèse où elle a des adresses IPv4 provider independent. Donc à la limite, aujourd'hui, je rappelle, pour tout ce qui est adresse IPv4 provider independent, ça va être un petit peu compliqué d'en obtenir à nouveau. Donc, une entreprise qui veut être connectée sur Internet via différents service providers, aujourd'hui, elle va voir son propre numéro d'AS, son propre bloc, son propre /16 ici, et elle va se raccorder à différents service providers, potentiellement un Tier 1, potentiellement un autre service provider ici. Ces service providers, ils ont eux leur bloc d'adresse, donc ici on a indiqué des /8 pour simplifier, et évidemment une adresse dans l'espace d'adressage de l'opérateur pour connecter le routeur. Alors, chaque opérateur, bien évidemment, annonce son préfixe sur l'Internet pour être joignable. Et l'entreprise, généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle annonce son /16 des deux côtés. Et pour faire un peu de traffic engineering, pour répartir le trafic sur les deux accès, elle va annoncer un plus spécifique. Alors, un premier /17 à gauche, et en haut ici, et un deuxième /17 en bas. Alors, évidemment, là, j'ai fait simple, mais des fois, un peu plus compliqué. On va même saucissonner en /24 pour essayer d'ajuster le trafic au mieux et de répartir les /24 potentiellement en haut, en bas,
en fonction de là où on veut attirer du trafic. Donc voilà, on voit pour un exemple simple qui consiste à connecter une entreprise sur Internet, on voit quand même toutes les routes que ça va faire dans l'Internet. D'accord? Évidemment, ça c'est pour un site. Eh bien, quand on rajoute tous les autres sites, ça fait quand même un paquet de routes pour connecter tout le monde, quoi. Donc, au niveau du réseau, on a dans une même table des informations qui permettent d'identifier les terminaux, le client, le site terminal, et des informations pour joindre ce site, hein. Donc, on a à la fois l'espace, on va dire, user et l'espace réseau, l'espace identifiant et l'espace locator, pour commencer à introduire les termes qu'on va utiliser plus tard dans Lisp. Alors, ce qu'on va faire avec Lisp, ce qu'on veut mettre en place avec Lisp, c'est de dire que ces éléments n'ont peut-être pas à être dans la même table, dans la même base de données d'information réseau. C'est-à-dire, on va pas pouvoir, on n'a pas d'intérêt en fait à mettre ensemble des informations qui permettent finalement le routage, de joindre le site, et des informations sur les adresses du site. D'accord ? On va essayer de séparer tout ça, de séparer les locators, tout ce qui va être en rouge, ça va être du locator, et des identifiants, des ID, et ça va être systématiquement en vert dans le reste de la présentation. Donc on va séparer les deux éléments dans différentes bases de données, et on va créer un niveau d'indirection, un élément qui va nous permettre d'avoir une correspondance entre les deux. Donc si je prends mon petite animation, voilà, on va voir d'un côté dans un mapping système, dans une base de données, toutes les informations sur les identités, et au niveau de la routing table, la table de routage de l'Internet, on va garder uniquement des informations sur les locators, c'est-à-dire ce qui sert réellement à router de l'information. Et on a une glue qui va nous permettre de faire la correspondance finalement entre ces deux éléments. Alors, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu, je vais aborder un petit peu tous ces thèmes beaucoup plus dans le détail en expliquant comment tout ça va fonctionner. Alors, l'intérêt de pouvoir séparer ces deux éléments, c'est de scaler. Dans une base de données de routage, on est limité par la FIB, par la TCAM, pardon, des routeurs. Alors, par exemple, sur la SR9000, on a 4 millions d'entrées en TCAM. 4 millions, c'est bien. Aujourd'hui, on a 500 000 routes, enfin un peu plus de 500 000 routes dans l'Internet V4, 20 000 de mémoire dans l'Internet IPv6. C'est des chiffres qui ne font que grandir, bien évidemment. L'idée au départ, quand on a créé Lisp, c'était de résoudre ce problème de scalabilité de l'Internet. Et on va voir que finalement, c'est l'exemple que je vous donne là, et finalement, on va pouvoir s'en servir pour faire beaucoup d'autres choses. Donc là, l'idée, en séparant les deux, c'est finalement de scaler beaucoup plus, c'est-à-dire de garder dans les tables de routage des routeurs des informations de routage, vraiment qu'est-ce qui est vraiment utile à router, et finalement de sortir de ça tout ce qui est identité, et de mettre ça dans une base de données. On a aujourd'hui dans le DNS, on a beaucoup plus que 500 000 entrées dans le DNS, et a priori, on n'a pas de problème de scalabilité, hein. Donc on est capable de scaler beaucoup plus si on sort, on va dire, de la table de routage. Et c'est vraiment tout le principe de Lisp. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a ces deux éléments, il faut être capable d'associer les deux entre eux. C'est tout le travail du mapping system, c'est d'assurer la correspondance entre des identités et des locators. Et le mapping system va faire correspondre des adresses d'identité en des adresses des locators. On va voir après comment tout ça fonctionne. Donc on a vraiment, dans le mapping system, on a non seulement les identités, mais on a également leur localisation sur le réseau. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette approche, ben, on va avoir de facto une approche qui va permettre la mobilité. Et quand on dit mobilité, le multi-homing, c'est rien d'autre que de la mobilité finalement quand on y pense, mais de la mobilité, on en a partout, on en a pour un terminal mobile, on en a pour des VM dans des data centers, et, et, euh, et on va voir que LIS va pouvoir aider. Euh, ben, si on reprend ce qu'on a déjà compris tout à l'heure, aujourd'hui, une adresse IP dans l'Internet, c'est son identité et sa localisation. Et si évidemment on bouge, généralement, il vaut mieux changer d'adresse IP si on veut pouvoir continuer à être joignable, hein, à moins qu'on ait un layer 2 étendu, mais là, on l'a bien compris, on passe d'un côté à l'autre de l'Internet. A priori, on n'a pas de L2 entre les deux. Avec Lisp, eh bien, on a une adresse qui va représenter uniquement l'identité. Quand on va bouger, on va pouvoir garder la même identité. Ce qui va changer, ça va être la localisation. Et c'est dans le mapping system, dans la glue qui est le mapping system, qu'on va avoir eh bien, une modification du locator correspondant à l'identité. Alors j'ouvre une parenthèse, hein, on a une fenêtre de Q&A. Si vous avez des questions, on pourra répondre. Alors ça sera en mode best effort. J'ai avec moi Vincent Makowski, qui est dans l'équipe d'expertise sur tout ce qui va être réseau d'entreprise, mais qui pourra bien évidemment répondre à vos questions, ou alors si je vois des questions apparaître, on pourra les traiter. N'anticipez pas trop les questions, hein, on va couvrir pas mal de points dans la présentation, donc attendez d'arriver au bon moment pour poser la question si possible. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, si je reprends des adresses aujourd'hui, ça va être soit des adresses de type locator ou des adresses de type identité. Ça peut être des adresses V4 ou V6. Hein, un locator peut être V4, V6. Une identité peut très bien être V4 ou V6. Donc, on va complètement séparer les informations de qui on veut joindre et du meilleur moyen d'y arriver, hein. Alors, je rappelle le code couleur qui va nous servir dans la présentation. À chaque fois que vous voyez du vert, ça va être des identifiants. À chaque fois que vous voyez du rouge, c'est des locators. Les identifiants, c'est qui vous êtes dans le réseau. Les locators, c'est où vous êtes dans le réseau. Et ce qui est intéressant, c'est que le locator peut changer. Et c'est exactement ça quand on parle de mobilité. Aujourd'hui, je pense que la mobilité, c'est quelque chose qui est... on s'attend à pouvoir travailler ou disons avoir de la connectivité n'importe où, et on s'attend à pouvoir éventuellement poursuivre des sessions. Alors Lisp, on va voir comment Lisp va pouvoir aider à ce niveau-là. Excusez-moi. Voilà, petit de lenteur sur le Mac. Voilà, c'est revenu. Excusez-moi. Donc, Lisp, ce qui est clair, c'est qu'on va changer l'architecture de routage. Hein, vous l'avez compris, on n'est plus dans la continuité. On a clairement une modification de l'architecture de routage avec la création d'un niveau d'indirection entre les identités d'un côté et les locators. C'est ça qu'il faut, ça sera un peu le message à retenir de la présentation. C'est ça qui est important, enfin quand on veut expliquer Lisp, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, si on reprend globalement les éléments qu'on va avoir dans Lisp, alors ça va être un routage de type pull versus push. Et aujourd'hui, quand on est dans l'Internet, généralement quand on active son BGP, on reçoit les routes. Et on reçoit toutes les routes, même si on n'en a pas besoin. Avec Lisp, on va être dans une approche pull. On va contacter le mapping system pour savoir où sont les gens, seulement si on a besoin de les joindre. C'est une technologie over the top, on n'est pas là pour tout changer dans l'Internet, c'est-à-dire qu'on va se positionner au-dessus du réseau. Alors c'est simple,
à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que finalement, on ne va pas avoir de modification sur les terminaux, pas de modification sur le cœur, c'est juste au niveau, alors là on a appelé des CPE, mais disons c'est juste au niveau d'un routeur de bordure entre la partie identifiant et la partie locator qu'on va voir quelques modifications, quelques configurations, et vous allez voir que c'est assez minime. Quelque chose qui est intéressant, c'est que une fois qu'on commence à avoir une approche Lisp, eh bien, on peut activer les services. Et je prends l'exemple, un client qui va commencer à faire du Lisp pour créer de la virtualisation sur son réseau, eh bien, finalement, en un clic, il rajoute de l'IPv6, en un deuxième clic, il va rajouter de la mobilité. Donc, c'est ça, c'est vraiment une nouvelle architecture qui va permettre d'activer des services. La portabilité des numéros, alors bon, c'est un peu un terme un petit peu téléphonique, mais on va dire la mobilité, j'en ai parlé, et la partie standard, j'en ai parlé également, hein, c'est-à-dire Cisco a la volonté d'avancer à l'IETF. Alors j'ai dit 6837 d'ailleurs comme RFC, c'est 6836 le dernier sur Lisp. Donc on n'est pas là pour fermer pour fournir une solution fermée, on est vraiment là pour ouvrir l'étendue des possibles et que vous puissiez avancer sur un déploiement avec potentiellement d'autres constructeurs. Alors, comment tout ça va fonctionner? C'est ce que je propose de regarder dans les minutes qui viennent. Et on va commencer par introduire un petit peu de vocabulaire. Alors, déjà, côté identifier, on va parler d'ID. On va essayer d'utiliser les acronymes, mais prononcés à l'anglaise. Donc, EID, Endpoint Identifier. Donc ça, c'est les adresses IP côté site, exactement comme on a aujourd'hui, c'est le domaine, on va dire, client. RLOC, Routing Locator, donc là aussi ce sont des adresses IP, mais qui sont dans le plan, de routage. C'est ça qui va définir la localisation des EID sur le réseau. Et on a évidemment, donc pour faire ça, pour assurer cette vue, on a le EID to RLOC mapping. C'est l'architecture distribuée, hein, ce n'est pas une seule base de données centralisée, on va voir que c'est distribué un petit peu comme le DNS, qui va pouvoir mapper des EID à des RLOC. Alors, pour comprendre le principe du mapping system, hein, ce qui va faire le EID to RLOC mapping, eh bien, il convient, enfin, c'est une analogie qui est plutôt bonne, si vous voulez vous en souvenir ou raconter un petit peu tout ça à des collègues, l'analogie qui est un petit peu bonne, qui est pas mal, c'est le DNS. Hein, c'est-à-dire un host va connaître un hostname distant, il va demander au DNS de faire la résolution. Il va demander qui est list.cisco.com et le DNS va répondre avec un A-record, un quad A-record, éventuellement une adresse V4 ou V6. Et là, on voit que ce sont des adresses dans le domaine des identifiers, hein, en vert. Le mapping system, lui, il va faire une résolution d'identité, hein, et il va faire correspondre les locateurs correspondants. Et là, l'exemple est plutôt intéressant. Vous voyez que le routeur Lisp, le routeur qui est configuré pour faire du Lisp, va demander au mapping system la localisation correspondante à un EID qui est un EID IPv6. Et le locator qui est transmis, c'est un locator IPv4. Et on voit déjà, peut-être vous commencez à percevoir que Lisp va également nous permettre d'avoir un déploiement d'IPv6 en utilisant un transport IPv4. Ça va être aussi un mode de transition qui peut tout à fait être utilisé. Et d'ailleurs, chez Cisco, sur certains sites, on utilise Lisp pour transporter IPv6 entre certains sites qui sont connectés via un opérateur qui ne fournit pas l'IPv6 nativement encore. Alors,
On a des EID, on a des locators. Et il faut bien à un moment donné que ces gens-là, que les EID puissent parler entre eux à travers les locators. Et je dis à travers, c'est pas le bon terme, on va parler au-dessus des locators. On a une encapsulation qui a lieu. On verra le détail un petit peu au niveau packet flow, comment se passe l'encapsulation, mais il convient déjà de voir un petit peu comment on va pouvoir transporter des adresses de type EID au-dessus du réseau, au-dessus des adresses de type RLOC. Et l'encapsulation qui est utilisée, c'est une encapsulation Lisp, qui est un petit peu spécifique, d'accord, qui est au-dessus du DP, UDP qui offre certains avantages sur le réseau, notamment tout ce qui va être firewall, ça va être plus simple de traiter ce point-là. Mais en utilisant un header particulier, on a des champs qui vont nous permettre de transporter des informations spécifiques à Lisp, comme la joignabilité des routeurs, comme et là on voit un champ intéressant qui est le Instance ID. C'est-à-dire, contrairement à un tunnel GRE, on n'a pas la possibilité, quand on a un tunnel, on n'est pas capable de dire c'est tel ou tel VRF. Là, on voit qu'on a déjà un champ instance ID qui va nous permettre de transporter des EID et d'informer finalement dans quel VRF finalement tout ça se situe. Donc, on voit déjà une approche, un service de virtualisation qui peut facilement être fourni sur un transport Lisp. Alors, on a plusieurs moyens pour déterminer le port source UDP. À la limite, c'est pas trop le point, je vais passer sur ce point-là. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de rebondir un petit peu sur l'exemple précédent avec le DNS. C'est de rappeler que les locators peuvent être V4 ou V6 et eh bien le champ des EID peut être V4 ou V6. Donc on peut transporter du V6 dans du V6, du V6 dans du V4, du V4 dans du V6. Toujours en utilisant notre header list positionné entre la partie rouge et la partie verte, entre la partie locator et la partie identifier. Alors tout de suite, une des premières questions qui vient, c'est encapsulation, quid des problématiques de MTU. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. La réponse est assez simple finalement. Les problématiques de MTU, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, il faut s'en préoccuper, mais exactement comme quand vous montez un tunnel IPsec ou tout autre type de mécanismes d'encapsulation largement déployés dans l'Internet aujourd'hui. Et ça, pour l'instant, on a toujours réussi à faire fonctionner tout ça. Alors, on a bien évidemment du Pass MTU Discovery qui est là, on a de la fragmentation qui est possible. Donc, on n'a pas de difficulté, on n'a pas encore rencontré de difficulté à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est quand même assez... il faut travailler dessus, il ne faut pas faire comme si ça n'existe pas, mais on a a priori quand même aujourd'hui sur tout ce qui est encapsulation, on a des solutions. Alors, si on rentre un petit peu plus en détail, on va regarder ce qui va se passer quand on a deux sites, Lisp, qui vont vouloir communiquer entre eux au-dessus d'une infrastructure Internet. Et là, on voit, c'est simple, on a 4 différents providers connectés entre eux via, on sait trop comment, via un gros nuage. Et on a toujours notre site 1 avec S, notre source, qui va vouloir parler avec notre destination D. Alors, en termes de vocabulaire, on va rajouter des nouveaux termes. Et le premier terme qu'on va rajouter, c'est ITR, Ingress Tunnel Router. C'est dans les éléments pour faire fonctionner Lisp, on va seulement toucher à ces routeurs-là, routeurs de bordure du site 1 et aux routeurs d'extrémité du site 2. Tout ça ne change pas, le cœur ne change pas, et ici ça ne change pas non plus, et bien évidemment les hosts ne changent pas non plus. On va seulement configurer ces routeurs pour Lisp, ils vont être ITR, Ingress Tunnel Router, ce sont des routeurs qui vont
recevoir des paquets du monde Lisp et qui vont chercher où se trouve la destination en demandant au mapping system et qui vont ensuite encapsuler les données vers le locator distant. Et à l'opposé, on a l'ETR, Y-Tunnel Router, ETR. Alors faites attention avec les acronymes en anglais. Hein. ETR, ça va être I comme, non pas ingress, mais Y. Hein. Donc c'est juste quelque chose à garder en tête. Et l'ETR va recevoir le paquet Lisp des interfaces cœur. Il va le désencapsuler et délivrer les paquets sur le réseau, et ce paquet-là va rejoindre la destination. Évidemment, il ne va pas donner tout de suite à la destination, il va juste transmettre l'information sur le réseau et le router normalement. Petit package flow. La source veut joindre la destination. Première chose qui ne change pas. Ah oui, alors, pour faire un peu plus simple, j'ai rajouté de l'IPv6 sur les slides. Les identifiers eh bien, sont des adresses IPv6 au niveau du site 1 et du site 2. Donc, la source veut communiquer à la destination. La source connaît généralement le hostname de la destination et regarde dans le DNS pour avoir l'adresse IP correspondante. Et là, c'est une adresse IPv6. Hein, on a le query record qui est retourné par le DNS. On n'a rien de changé à ce niveau-là. La source envoie le paquet à sa gateway par défaut. Le paquet est routé sur le site classiquement et arrive jusqu'au routeur d'extrémité via l'IGP du site, enfin tout protocole de routage, HSRP ou des choses ou FHRP, tout FHRP qui serait mis en route, en œuvre du côté du site. Là, le paquet arrive au niveau du routeur et le routeur qui est configuré comme Ingress Tunnel Router. Alors, j'ai parlé d'Ingress Tunnel Router et d'Egress Tunnel Router. Il faut bien comprendre que généralement, au niveau des déploiements, un routeur aura, c'est des fonctions, hein, c'est pas des équipements. On le voit bien sur ce slide. C'est des fonctions Ingress, Egress Tunnel Router qu'on va configurer séparément. Hein. Et quand on va parler de routeur Lisp, généralement, on va parler de XTR, pour indiquer que c'est un tunnel router Lisp qui va faire à la fois Ingress et Egress Tunnel Router. J'ai rarement vu des gens qui séparaient les fonctions sur des équipements différents. Généralement, on configure les deux fonctions sur le même équipement. Donc, le paquet arrive, hein, notre paquet arrive, et c'est un paquet IPv6, il arrive au niveau, excusez-moi, de l'Ingress Tunnel Router, qui va regarder dans le mapping system si il y a une entrée pour l'adresse IPv6 de destination. Dans le mapping system, on va avoir des entrées correspondantes, des locators qui vont correspondre à cet identifiant. Et on en a deux. On a une première adresse IPv4, une deuxième adresse IPv4 qui ont la même priorité et le même poids. Et un point qui est assez intéressant dans l'architecture de Lisp, c'est que tout ça, c'est le site de destination qui va contrôler tout ça. C'est le site de destination, c'est l'Egress Tunnel Router qui va enregistrer cette information dans le mapping system. Alors là, comme c'est le même priorité, le même poids, eh bien, on va faire un hashing pour savoir où envoyer le paquet. Et on va finalement statistiquement répartir les données sur les flux, sur les deux différents locators qui sont dans le map cache ici. Donc les paquets IPv6 sont encapsulés avec une encapsulation Lisp dans un paquet sous-jacent IPv4 en utilisant le premier locator de la liste ici, donc celui qui est déterminé par le hashing. Le paquet est routé normalement sur Internet, arrive jusqu'à l'Egress Tunnel Router. L'Egress Tunnel Router voit que c'est du Lisp, il voit surtout qu'il est la destination, il voit que c'est du Lisp.
il est Y tunnel router, donc il désencapsule le paquet IPv6, et ensuite routé, on va dire normalement, dans le site de destination. J'ai passé un petit peu de temps sur cet exemple, mais je pense qu'il faut que les acquis soient bien là, puis après on pourra aller un petit peu crescendo sur les autres exemples, parce que vous allez pouvoir mapper tout ça en fonction des différents exemples qu'on prendra. Alors, on va regarder la configuration au niveau du tunnel routeur. Et là, on va prendre un XTR qui va faire à la fois Egress et Ingress tunnel router. Alors, on va le configurer ici comme IPv6 Ingress tunnel router, IPv6 Egress tunnel router. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir sur chaque Egress tunnel router les différents locators du site. Locator 7, site 2, on a nos différents locators, on détermine la priorité, le poids de chacun d'eux. Et après, on va dire que dans notre EID table, donc dans notre base de données de routage, et là on est dans la base de données de routage default, c'est-à-dire on n'a pas configuré de VRF, on va juste associer nos EID vers le locator set qui aura été déterminé précédemment. Hein, donc chaque Y tunnel router est configuré avec les locators et les EID qu'il gère. Et l'information sur le map server où il va pousser toute cette information. L'Y tunnel router est chargé d'enregistrer tout ça dans le map server en utilisant cette clé qui est configurée ici. Quand on est Ingress tunnel router, la différence c'est on va juste aller chercher l'information dans un map resolver. On va contacter le map server. En fait, on ne contacte pas le map server directement. On a exactement la même architecture que le DNS, c'est-à-dire on va contacter un resolver qui va ensuite chercher l'information. Mais concrètement, dans la plupart des déploiements qu'on voit aujourd'hui, quand c'est des déploiements privés de Lisp, on met les deux fonctions sur le même routeur. Et après, on a nos routes par défaut. On a juste besoin de configurer une route par défaut. Et c'est ça peut-être qui vous a surpris dans cet exemple-là. Et d'ailleurs, moi, ça m'a surpris la première fois que j'ai configuré du Lisp sur un routeur. C'est j'arrivais à pinguer, tout marchait bien, et j'avais pas configuré de protocole de routage. Et j'étais assez gêné. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et c'est assez déstabilisant en fait. Et finalement, quand on y pense, c'est exactement ça Lisp. On n'a plus besoin de protocole de routage. C'est le mapping system finalement qui contient l'information et c'est suffisant pour router les paquets d'un point A à un point B. Alors ça, on a vu côté data plane. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau control plane. Le control plane, ça va être ce qui va nous permettre d'avoir cet enregistrement et cette interrogation du mapping system. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, le mapping system, c'est deux éléments. D'un côté, le map server, c'est vraiment la base de données qui va contenir les enregistrements, les mappings, c'est-à-dire un Egress tunnel router va publier l'information dans le map server. Et de l'autre côté, on a le map resolver. Le map resolver, c'est celui qui va chercher les informations, c'est celui qui va recevoir les requêtes de l'Ingress tunnel router. Alors ça, je vous en ai parlé. Donc, l'Ingress tunnel router enregistre les informations dans le map server. L'Ingress tunnel router va chercher les locators en interrogeant le map resolver. Alors, les informations, elles sont également, les informations de mapping, elles ne sont pas présentes exclusivement dans le mapping system. Ce qui est évident, c'est qu'une fois qu'un Ingress tunnel router a demandé l'information, il va cacher les mappings correspondants, on va cacher les informations correspondantes dans le réseau. Donc ça, c'est important, évidemment, parce qu'on ne va pas à chaque paquet aller demander l'information au map resolver. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne va pas cacher l'information pour l'adresse IP de destination, mais pour tout le préfixe,
pour lequel on a l'enregistrement. Hein. C'est-à-dire ici, on va cacher l'information sur tout le slash 48 distant avec les différents locateurs. Alors, les messages au niveau control plane. On va avoir des messages map register envoyés de l'ITR vers le MS, vers le mapping, vers le map server. Et ça, c'est des informations qui sont indépendantes du data plane. C'est-à-dire, peu importe si des paquets ou pas passent sur le réseau, l'ITR va toujours enregistrer les EID au niveau du map server. Après, les autres informations sont déclenchées par du data plane. C'est-à-dire, on ne va pas demander des informations au map server si on n'en a pas besoin. Alors, les messages sont des map requests, donc c'est ce que l'ITR va demander au map resolver. Après, il y a le map reply, c'est la réponse à une demande de map request. Hein, on demande le locator correspondant à un EID, l'information nous sera retournée dans un map reply. Et après, on a les map notify. Les map notify, quand un ITR va enregistrer l'information dans un mapping system, il va recevoir un map notify pour dire c'est bon, j'ai bien enregistré ton préfixe. Alors, le map register de l'ITR vers le map server, avec l'EID et les airlogs correspondants. Évidemment, les deux ITR enregistrent la même information. Hein. Et ça, c'est important, c'est que chaque ITR va être configuré pour enregistrer tous les différents tunnel routeurs. De l'autre côté, déclenché par le data plane, eh bien, on va avoir au niveau de l'ITR le map request, qui est envoyé au map resolver. L'information map resolver va savoir, grâce au map server, va savoir où est le locator correspondant, le ou les locateurs correspondants, les ITR correspondants, va transférer ce map request au niveau des YTunnel routeurs, et les YTunnel routeurs va pouvoir répondre. D'accord ? Ça, c'est le comportement classique. Alors, généralement, évidemment, on met à jour son map cache à ce niveau-là pour ne pas avoir à faire ça chaque fois qu'un paquet arrive sur le réseau. Alors, on a une autre façon de fonctionner qui est au niveau de l'enregistrement, au niveau du map register, c'est de rajouter ce fameux proxy bit. Hein. Et ça, la conséquence, c'est que quand on va avoir un map request, le map server va pouvoir répondre directement. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin, dans une architecture, on va dire, de type privé, de transférer les données d'un site à l'autre. On peut tout stocker au même niveau. Il faut bien comprendre, on a fait cette architecture pour scaler. Et on peut très bien imaginer, comme le DNS, c'est-à-dire chacun va gérer ses serveurs et finalement, la requête va être transférée de serveur en serveur jusqu'à aller jusqu'à l'élément au bout de la chaîne. D'accord ? Et c'est pour ça que finalement, le premier serveur ne va pas pouvoir répondre. Alors, un autre point qu'on va avoir ici, et ça c'est important de le comprendre, c'est que tout n'est pas forcément du DISP. Et là c'est le cas, c'est que la source va vouloir joindre une adresse IP de destination qui n'est pas dans le map server. Et là, on va avoir une réponse qui va être un negative map reply. Le map server va dire « je ne l'ai pas ». Et il va répondre en indiquant, écoutez bien, le préfixe le plus court, donc le pool le plus grand possible, qui n'est pas dans le map server. Donc là, il va pas pouvoir répondre avec un 0, 2.2./0, il ne va pas pouvoir dire tout n'est pas dans le map server, il va juste pouvoir dire le 2001/8000/21 n'est pas dans le map server parce que ça doit être le préfixe le plus court qui intègre finalement
l'EID demandé et qui n'est pas présent dans le map server. Alors, je n'ai pas fait les calculs, mais je pense que c'est bon. C'est pas moi qui ai fait ce slide-là, mais vous pouvez faire un exemple. Ben, si vous avez, par exemple, si vous allez redemander pour un /16 et que vous avez un /17 qui n'est pas là, ben, un negative map reply va pouvoir porter, par exemple, sur le deuxième /17. Et là, on a toujours un time to leave au niveau des entrées, bah, évidemment, pour qu'à chaque fois qu'on veuille aller joindre une entrée qui n'est pas dans le monde Lisp, eh bien pour pas à chaque fois, pour chaque paquet, demander l'information map server. Voilà. Et là, le time to leave peut être spécifié pour éviter d'avoir trop de communication entre les XTR et le mapping system. Alors, niveau configuration, bah, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai présenté déjà qu'est-ce qui était configuré sur l'XTR ou l'XTR. Au niveau du map server, qu'est-ce qu'on va configurer? Alors, on a plusieurs options. Là, dans cette option-là, ce qu'on a voulu faire, c'est de définir des sites. Pour chaque site, être capable d'avoir une clé d'authentification qui est différente, d'accord? Et dire pour chaque site les préfixes qu'il a le droit d'enregistrer. Et là, ben, on a le droit, le site 1 a le droit d'enregistrer son préfixe exactement, il n'a pas le droit d'enregistrer des plus spécifiques, et le site 2 peut enregistrer également son préfixe exactement. On pourrait très bien avoir une autre approche qui consisterait à dire bah, finalement router Lisp en créant un seul site, qui c'est site global, la même clé d'authentification pour tout le monde. On va utiliser ici un 2001.db8/32 en mettant tout son pool d'adressage pour tous ces sites, en acceptant les morts spécifiques, les plus spécifiques. On peut aussi accepter les plus spécifiques en le spécifiant. Et dans ce cas-là, ben, tous les sites, finalement, quand ils vont enregistrer leur préfixe, ben, ils vont tomber dans le même pool. Tandis que là, ben, d'un point de vue troubleshooting, on est capable sur le map server d'associer chaque préfixe à une entrée site différente. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une option de configuration, on n'est pas du tout obligé de le faire. On pourrait tout mettre dans un seul et même site avec toutes les entrées. Bien évidemment, comme le routeur est routeur Lisp, on doit le configurer comme étant map server et map resolver pour IPv6 avec cette commande-là. Et si on voulait le faire pour IPv4, on rajoutait IPv4 map server, IPv4 map resolver. Bon, le monde n'est pas fait que de sites qui parlent Lisp. Et on est bien conscient que quelqu'un qui va déployer du Lisp va pouvoir peut-être faire communiquer des entités Lisp à des entités non Lisp. Et c'est pour ça qu'on a créé la fonction de PXTR, Proxy Ingress Tunnel Router. Ben, en fait, c'est exactement la même chose qu'un Ingress Tunnel Router, sauf que eh bien, c'est un routeur qui va faire la jonction entre le monde, on va dire, classique et le monde Lisp. Et ce proxy ingress router, donc, il va recevoir des paquets standards, il va les chercher, il va les regarder dans le mapping system et les envoyer à l'ingress tunnel router. Ce qu'il va faire, le proxy ingress router, la différence entre le proxy ingress tunnel router et l'ingress tunnel router, c'est que ce routeur-là va annoncer les EID dans l'Internet. Parce qu'il va vouloir attirer de l'Internet tout le trafic à destination de ces gens-là pour ensuite pouvoir les acheminer au bon endroit. Le proxy ingress tunnel router, lui, il va être configuré pour attirer le trafic enfin il est configuré au niveau au niveau des XTR pour comme destination Lisp dans le cas où on n'a pas la destination. C'est-à-dire tout à l'heure, vous vous rappelez des fameux negative map reply, c'est-à-dire quand le map server dit je ne connais pas la destination, eh bien, au lieu de transférer l'information en natif sans encapsuler dans ce cas-là, on va envoyer vers le proxy ingress tunnel router qui sera configuré.
Donc là, c'est bien ce que je vous ai dit, c'est d'un point de vue routage, le proxy ingress tunnel router va annoncer, il aurait pu annoncer les deux /48, mais on aime bien agréger quand même, il va annoncer, on va dire, un préfixe global qui va pour tous les sites pour attirer le trafic. Donc quand un site va vouloir communiquer avec, dans ce cas-là, le site 1, le trafic va être attiré par le proxy ingress tunnel router pour envoyer la route pour l'ensemble des sites. Après, il va, excusez-moi, oui, c'était un 1. Il y a une petite typo sur le ah non, c'est 2.2, 2.2.1, pardon, excusez-moi. Donc il va joindre une destination qui est dans le site 2, 2001 db8 2.2 2.2.1, donc ça c'est D, 2001 db8 2.2 2.2.1. Le proxy ingress tunnel router va recevoir l'information, va regarder dans le mapping system et va encapsuler vers le bon locator qui lui va désencapsuler et joindre la destination. Au niveau trafic retour, eh bien là, le trafic arrive à l'ingress tunnel router qui va voir que la destination n'est pas dans le monde Lisp et donc va envoyer l'information au proxy ingress tunnel router qui va transférer le paquet sur l'Internet. Alors je vois qu'il y a des questions à ce stade sur le chiffrement. J'en parle tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ce moment sur le Q&A. Je fais un petit break. Je vois que pas beaucoup de questions sur le Q&A, mais n'hésitez pas à les poser. Je ferai peut-être un petit break pour répondre aux différentes questions. Donc les fonctions de map server, map resolver, c'est des choses qui sont présentes dans l'iOS. On peut mettre ça sur un routeur. Alors à chaque fois dans les dessins, on a mis un routeur dédié pour cette fonction. On peut tout à fait colocaliser ça sur un autre routeur. Ça c'est important. On parle à chaque fois de fonctions. Je rappelle également que on a le CSR 1000V qui est un routeur qui est un iOS qui est en virtualisé, donc en virtual appliance. Il vous est tout à fait possible pour ce genre de fonctions qui sont control plane, plutôt que de mettre ça sur un routeur physique, d'installer ces fonctions sur un serveur x86 classique. Vous mettez votre hyperviseur, vous installez votre iOS, votre routeur, votre CSR 1000V et vous configurez les fonctions à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est tout à fait possible également. Alors, j'ai fini la partie théorie. On a vu comment les sites Lisp parlaient entre eux. On a vu comment les sites Lisp parlaient avec le site non Lisp. On a vu partie control plane. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va faire de Lisp. Alors, vous voyez, je vous ai dit que je serais un petit peu en retard. On a presque fini l'heure. Tant pis si vous devez partir. Je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer un email. Vous enverrez l'enregistrement de la fin de la session. Et pour ceux qui peuvent rester, tant mieux. On va voir ensemble un petit peu comment tout ça va fonctionner. Alors là, je vais accélérer un petit peu. Je ne vais pas donner les détails. Et je reviendrai peut-être dans un prochain webinar sur un use case particulier. Et n'hésitez pas surtout à me demander si jamais vous voulez des précisions sur tel ou tel point. Ça m'aide à orienter un petit peu les prochains sujets. Alors des exemples de déploiement Lisp, et c'est des exemples qu'on a aujourd'hui, je veux dire, avec nos clients. Un premier exemple qui va être comment on va faire du multi-homing avec Lisp. Et quelque part, c'était un petit peu le premier exemple que j'ai donné. Finalement, c'est pour ça, initialement, qu'on a même créé Lisp. C'était pour scaler sur l'Internet. On va voir finalement comment on va pouvoir réellement, en pratique, le déployer. La transition IPv6, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Dans tous les exemples que j'ai donnés, vous avez compris, finalement, on avait du V6 sur les sites et du V4 dans le cœur, et finalement, sans même configurer de protocole de routage, juste avec 2-3 lignes de configuration, finalement, on faisait parler les sites entre eux via un chiffrement Lisp. Donc, on ne va pas trop en parler. Je pense que c'est déjà clair. Un qui est assez intéressant, c'est la virtualisation.
et les VPN. C'est là qu'on abordera un petit peu la problématique de chiffrement. J'ai vu qu'il y avait une question sur ce point-là. C'est comment finalement permettre au site de gauche de parler au site de droite, mais avec des instances de routage distinctes. C'est-à-dire si on a NVRF à gauche, NVRF à droite, comment tout ce monde-là va pouvoir parler à travers un nuage Lisp. Et ce, simplement. Un sujet qui est assez, on va dire, qui intéresse pas mal de clients également, c'est la partie mobilité dans le data center. Hein, on a parlé la mobilité est partout, et y compris dans le data center où finalement on se retrouve à faire des layers de étendue ou des solutions parfois qu'on aimerait éviter. Pour des problématiques de plan de reprise d'activité ou ou de migration, de déménagement, on va voir que Lisp peut aider également à ce niveau-là. Et le dernier point qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins réel, si on a peut-être un petit peu moins de déploiement, quoi qu'on en a, c'est la partie mobile node. C'est comment finalement Lisp, on va pouvoir même utiliser Lisp pour assurer la mobilité de tous les terminaux sur le réseau. Alors, le multi-homing, je rappelle d'ailleurs que pas mal de ces présentations, de ces slides sont disponibles sur le site de Cisco Live. Hein. Je me suis inspiré de présentations faites à Cisco Live par des collègues. On va dire, le tutoriel Lisp, c'est quelque chose qui dure 8 heures. Alors, je suis bien conscient qu'en 1 heure, 1 heure et demie, je vais peut-être un petit peu vite et je ne peux pas tout raconter, mais je vous encourage du coup à aller chercher les présentations et même les enregistrements, parce que les présentations sont même enregistrées, sont filmées. Vous allez pouvoir revoir certains éléments si vous voulez aller plus dans le détail. Et cette partie multi-homing, je vais passer vite à chaque fois, mais elle peut peut-être vous donner des idées. Là, l'idée, c'est pas de comprendre exactement comment ça marche, refaire le paquet de flow à chaque fois, mais c'est de vous donner des idées un petit peu d'application et pour vous orienter pour vos prochains livres de chevet, pour voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place dans vos réseaux ou dans les réseaux de vos clients, parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de partenaires qui étaient également connectés ou consultants qui étaient connectés à ce webinaire. Alors, si je vois ce qu'on fait aujourd'hui au niveau routage, quand on veut finalement avoir du multi-homing sur le réseau, on va envoyer donc des préfixes à gauche, des préfixes à droite en BGP. On va recevoir une route par défaut. Alors on va demander le full routing pour séparer le trafic. Bon, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voudrait en théorie obtenir peut-être 50% à gauche, 50% à droite. Et peut-être que, aujourd'hui, le constat est qu'on n'y arrive pas. Alors, pour y arriver, il faut splitter les adresses dans des petits morceaux. On peut difficilement envoyer plus petit que ce /24 aujourd'hui. Donc, quand on a un seul /24, c'est compliqué de faire de la répartition de trafic. Ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué, finalement, de bien répartir son trafic entre ces services providers et de matcher peut-être des contrats de connexion qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. Avec Lisp, ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être, au niveau de l'entreprise, c'est d'étendre, d'avoir une petite partie du réseau déployée à un endroit bien connecté de l'Internet. Je pense à un carrier hôtel. Prenez quelques U, allez, un ASR 1001, c'est un rack unit, que vous mettez dans un data center bien connecté. Vous le connectez à un ou deux transitaires, vous le connectez à des points d'échange également, des plateformes de peering. Vous demandez à peerer avec un maximum d'entités qui seront ravis de peer avec eux. Les content delivery network généralement sont toujours contents de pouvoir acheminer leur trafic directement vers les clients. Donc vous allez pouvoir mettre des proxys tunnel routeurs
sur l'Internet. Et ensuite, bah, vous supprimez carrément BGP de vos sites distants, vous avez juste une route par défaut vers l'extérieur, et vous avez juste besoin d'indiquer l'adresse IP de votre proxy Egress Tunnel Router. Et finalement, ben, ce qui va se passer, c'est que le trafic de Facebook, Google sera attiré vers les proxy tunnel routers. Alors là, on n'aura pas de répartition équitable, mais à la limite, peu importe, parce qu'on est dans un endroit bien connecté de l'Internet. Et après, eh bien, entre ce proxy ingress tunnel router et le site, eh bien, on aura le mécanisme de hashing qui sera utilisé, et on aura une répartition très bonne du trafic entre les différents accès. Je vous avais prévenu, hein, ça sera court à chaque fois. C'est des exemples pour vous faire réfléchir. Et si vous pensez que c'est des choses intéressantes pour vous, pour vos clients, bah, vous pouvez toujours revenir vers moi puis pour en discuter un peu plus longuement. Transition IPv6. Bon, on l'a vu, on a du V6 à gauche, on a du V6 à droite, du V4 au milieu, on active ces deux routeurs comme XTR, et finalement on va pouvoir transporter très facilement sans même utiliser de protocole de routage, on n'a même pas besoin de faire communiquer, d'avoir un OSPF V3 ou un BGP ou quoi que ce soit entre ces sites. Finalement, Lisp va faire le job et va permettre une communication IPv6 entre ces éléments. Ça peut être deux sites d'entreprise, ça peut être, pour un exemple peut-être plus service provider, de connecter de la partie client ici à une partie service ici, ou alors une partie service ici à l'Internet. C'est-à-dire comment je vais finalement faire, si j'ai un opérateur qui est purement V4, et que moi je veux fournir mes trafics en V6, bah, finalement en mettant un proxy bien positionné dans le réseau, hein, c'est un peu l'exemple de tout à l'heure, bah, finalement je vais pouvoir aussi, même si mon transitaire, même si mon service provider ne sait pas parler V6, eh bien grâce à l'utilisation de proxy, je vais peut-être pouvoir activer quand même une connexion Internet IPv6 à travers mon opérateur IPv4. D'accord, donc bon, le point, c'est vraiment ça, c'est que Lisp peut faire du V6 ou du V4 à la fois sur le domaine des EID et la partie RLOC. Donc finalement, on est non bloquant à ce niveau-là. D'accord, on n'a pas de difficulté à faire du V6, du V4. Et je veux dire, et d'ailleurs un point que j'ai pu voir également, c'est sur des sites qui se connectaient sur différents opérateurs, avec la pénurie d'adresses V4 actuelles, des opérateurs qui ne pouvaient plus forcément donner une adresse IPv4 sur chaque site. D'accord? Et pour construire un VPN global, eh bien finalement, pour l'entreprise, c'était peut-être plus simple de transporter du V4 sur du V6. On sait le faire avec de nombreuses technologies. Avec Lisp, c'est tout à fait possible, hein, d'encapsuler du V4 dans des EID V4, dans des RLOC V6. Alors ça, je vous ai dit, hein, chez Cisco, on le fait, on n'est pas les seuls à le faire, mais on essaye de communiquer, nous, sur ce qu'on met en place, et déjà d'utiliser nos propres technologies pour montrer quand même que c'est des choses qui marchent. Et sur l'ensemble de ces déploiements, on a pas mal de clients qui ont soit commencé à déployer, soit fini de déployer, ou qui sont en cours de déploiement selon les différents use cases que je vous présente à l'instant. Le troisième point, c'est la virtualisation et la possibilité de faire des gros VPN entre les sites. Des sites qui seraient sur le même service provider, qui seraient connectés à travers Internet. Petit rappel vraiment très basique. Hein, je rappelle, on a de la virtualisation au niveau du device, ce sont les VRF, et on a de la virtualisation sur le chemin. Comment je fais communiquer mes VRF entre elles. Et là, soit on a des approches single hop, c'est tout à fait l'approche
.1Q avec les VRF Lite, hein, j'ai des VRF, je les fais connectivité à chaque fois, je les connecte à chaque fois, pardon, via eh bien, un VLAN dédié. La même chose avec des PVC ATM, frame relais, etc. On va saucissonner nos liens physiques en différentes instances pour faire communiquer les VRF entre elles. Et puis, on a à côté de ça, on a de la virtualisation over the top. C'est comment je vais pouvoir faire parler mes VRF entre elles quand les éléments ne sont pas directement connectés. Et ça, on a plusieurs solutions. Un tunnel GRE entre deux routeurs, entre deux VRF sur deux routeurs, c'est rien d'autre que la virtualisation multi-hop ou over the top. MPLS, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire quand on va faire un réseau MPLS, les routeurs du cœur n'ont aucune idée des VRF. Et heureusement. On a la notion des VRF uniquement à l'edge. La liste va se positionner là. Hein, c'est-à-dire on va avoir notre cœur qui va rester IP. Et c'est un peu la différence avec MPLS, c'est que là où MPLS, on est obligé finalement de configurer MPLS au niveau du milieu, hein, entre les deux routeurs, bien avec Lisp, eh bien, finalement on va pouvoir faire causer nos VRF entre elles directement au-dessus d'IP, donc potentiellement au-dessus d'Internet. Vous allez me dire peut-être, bon, GRE me permet de faire la même chose. On va voir que c'est peut-être un petit peu plus simple avec Lisp. Alors pourquoi c'est plus simple? Parce que dans l'entête Lisp, on a un champ qui est un champ Instance ID, qui est un champ sur 24 bits, d'accord? On n'a pas du tout de structure à ce niveau-là, on fait ce qu'on veut. Et finalement, on va pouvoir utiliser ce champ, c'est-à-dire quand on va encapsuler un paquet d'un site vers un autre avec une encapsulation Lisp, on va pouvoir, dans le header, dire à quel identifiant fait partie ce paquet, à quel instance ID, pardon, ce paquet fait partie. Ça, l'instance ID, c'est la segmentation au niveau du monde Lisp, exactement comme on a 802 du 801Q au niveau du monde Ethernet. D'accord? L'instance ID n'est pas la définition de la VRF. Hein. C'est vraiment au niveau Lisp. L'instance ID, ça va permettre de saucissonner notre tuyau Lisp, notre encapsulation Lisp, en plusieurs éléments logiques distincts. Et ce qu'on va avoir, c'est la possibilité au niveau des XTR, des routeurs Lisp, d'associer ces instances ID à des VRF. Alors, si je reprends le Lisp classique, hein, c'est-à-dire on a des EID vers une table de routage default et des airlocks, et finalement on va transporter nos EID au-dessus des airlocks, tout est dans une table default. D'accord? On va pouvoir introduire de la virtualisation et avoir des EID dans une VRF Pink, des EID dans une VRF Blue, avoir un seul domaine de routage pour les airlocks et transporter finalement tout ce petit monde au-dessus de la default, d'accord, pour pouvoir finalement prolonger la virtualisation sur le chemin. Alors, ce que je ne vais pas présenter là, parce qu'on n'a pas non plus, je ne voudrais pas non plus y passer trop de temps, c'est qu'on a la possibilité également de virtualiser la partie airlock, et on a la possibilité de virtualiser tout l'ensemble. C'est-à-dire avoir plein de différents EID, plein de différents virtualiser le airlock et de faire causer un petit peu tout le monde. Et ça peut être très intéressant dans des gros data centers où on a envie d'avoir finalement de la, on va dire dans des architectures multi-tenant où on a besoin non seulement d'avoir plusieurs utilisateurs, mais de plusieurs clients et de permettre à chacun des clients d'avoir ses propres VRF. Hein. Donc on a ce multiniveau. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais supprimer les slides. Alors, si je reprends la partie VPN, toutes les technologies VPN vont faire plusieurs choses. Il y a de l'encapsulation, donc la partie virtualisation, et la partie routage. D'accord?
Et ce qui est intéressant avec Lisp, c'est que finalement, ça fait les deux. D'accord? On n'a pas besoin de configurer. Par exemple, si je compare avec du DMVPN, eh bien, DMVPN, on va configurer son interface multipoint GRE, on va devoir configurer son protocole de routage, un EIGRP, un OSPF, voilà. Donc, avec Lisp, vous l'avez vu, hein, on ne configure pas de protocole de routage. Et l'intérêt, la différence par rapport à un DMVPN, c'est que dans un DMVPN, vous n'avez pas de VRF. C'est-à-dire, si vous voulez avoir 5 VRF différentes, eh bien, vous devez configurer 5 interfaces multipoint GRE, les mettre chacune dans leur propre VRF, etc. Et ça peut être parfois un petit peu compliqué. Hein. Là, vous avez directement votre VRF qui est mappé à l'instance ID. D'accord? Et on a la question du chiffrement. Il y a des questions dans le Q&A. Je regarde juste après la partie, ces quelques petits slides. Et donc, pour la partie VPN, eh bien, la partie, bon, généralement, quand on fait des VPN, on a envie de chiffrer, surtout si l'idée, c'est de faire communiquer des gens au-dessus du réseau public, au-dessus de l'Internet. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur des technologies existantes, largement éprouvées pour chiffrer. Et l'une d'entre elles, c'est GetVPN. Hein. Et GetVPN, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette technologie. Vous pouvez regarder, alors c'est GETVPN. C'est quelque chose qu'on utilise également. Alors l'idée, c'est de faire du chiffrement sans faire de tunnel. Hein, et on va pouvoir aujourd'hui faire du GetVPN, par exemple, si vous avez N sites connectés à travers un MPLS VPN opérateur, fourni par l'opérateur, eh bien, GetVPN va pouvoir finalement vous permettre de chiffrer les communications entre tous ces sites sans avoir à construire de tunnel. Alors, on va utiliser un key server, des choses comme voilà, il y a un key server qui va transmettre des clés aux différents routeurs d'accès. Et finalement, ça se passe de manière assez simple, assez transparente pour assurer une communication entre tous les éléments. Hein. Je rappelle que avec Lisp, on est nativement dans une architecture full mesh, c'est-à-dire tout le monde peut parler à tout le monde. Hein, on n'impose pas la communication via un seul élément du réseau. Alors, avant de montrer les avantages, je regarde côté Q&A. Alors, cette feature est-elle VRF aware? Alors, si on parle de la partie Lisp, oui, vous l'avez compris à l'instant. Comment gérer le Lisp sur Internet si on utilise une VRF Internet en frontale des ISP? Le Lisp over... Ah oui, alors le point, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la partie Harlock hein, peut également être virtualisée. Hein. Donc on est tout à fait capable d'avoir plusieurs instances de Harlock et d'en faire correspondre une à une VRF. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Une autre question, une précision. Si je veux offrir des services Lisp MSMR sur un réseau privé, remplacement de MPLS VPN et que je veux sur le même routeur proposer des services de mapping pour les sites sur Internet. La question, je pense, c'est comment peut-être avoir un cloisonnement des EID au niveau du map server. Je pense que c'est ça. Au niveau du map server, on peut associer un instance ID. Mais à la limite, pour ce point, la question de Romain, je propose de revenir vers moi et éventuellement on pourra regarder la question un peu plus dans le détail ensemble pour que je sois bien certain de bien y répondre. Alors, il y a des questions dans le chat, c'est pas bien. Je tiens déjà à le préciser. Pose ces questions dans le Q&A. Mais je comprends que des fois, c'est pas toujours simple. Alors, est-ce qu'avec Lisp, nous avons les mêmes performances qu'un réseau MPLS VPN en termes de forwarding et en termes de convergence? Très bonne question. Alors, deux questions, la partie performance et la partie convergence. Je pense qu'il faut adresser les points de façon
de façon distincte. La partie forwarding, ben, chaque équipement a ses, vous l'avez sur les datasheets, a sa performance. Performance IP, performance Lisp, performance MPLS VPN, et on communique, on communique sur ces points. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le routeur du milieu, il fait de l'IP, hein, il fait pas du Lisp. C'est juste sur les tunnels routeurs qu'il va falloir regarder la performance. Hein. Mais si on prend par exemple un 6500 ou un Catalyst 6800 qui va pouvoir faire du Lisp en hardware, enfin on va gérer le Lisp line rate sur les interfaces. Hein. Pareil sur un ASR 1000, on a des ABAC de performance, sur les ISRG2 également. C'est tout à fait compatible avec le mode Ceph. Hein. On n'est pas obligé de supprimer Ceph pour faire du Lisp. Hein. Enfin, je vais être très clair là-dessus. C'est pas soft switché. Voilà. Donc au niveau performance, on a les informations en termes de paquets par seconde. On peut tout à fait regarder ça. Et je pense que pas mal d'informations sont publiques, mais pas d'inquiétude à ce niveau-là. Le point sur la convergence est très intéressant. Bah c'est simple, on a une encapsulation. Comment je vais savoir que mon Y tunnel routeur distant n'est pas joignable, hein, et qu'il faut peut-être basculer sur le deuxième. Sur ce point-là, j'ai volontairement décidé de ne pas rentrer dans l'explication sur cette présentation parce que ça introduisait, il fallait quand même y passer pas mal de temps. Mais je vais quand même y passer 2 minutes à l'instant parce que la question est très bonne. Déjà, au niveau du RFC 6830, on a tout un paragraphe sur ce sujet-là, hein, sur tout ce qui est ETR, reachability, et qui précise tout ce qu'on peut faire. Alors déjà, l'ITR, ben, c'est un hardlock, hein, qui est joignable qui est routable. Et ben, comme tout ce qui est routable, ben, quand c'est plus routable, on a des moyens de le savoir. Hein. Vous faites un ping, vous pouvez avoir un host unreachable en réponse quand le réseau distant n'est plus joignable. Donc c'est une première façon d'avoir les informations. Vous avez des informations, vous avez la possibilité de faire du probing entre les ingress et les ingress tunnel router. C'est pas quelque chose qui est recommandé parce qu'on comprend bien que c'est pas tellement scalable. Si tous les ingress tunnel routers commencent à pinguer les ingress tunnel routers toutes les 60 secondes, déjà au niveau convergence, on n'est pas super top. Mais en plus, on peut vite avoir quelque chose de complètement aberrant en termes de probing, quoi. C'est pas l'idée. On a par contre, et là, je ne vais pas donner tous les éléments de réponse ici, on a la partie LSB bit, locator status bit, tout ce qui c'est que dans l'entête Lisp, on va pouvoir transporter au niveau du data plane. Alors là, il faut bien écouter le point. C'est dans l'entête Lisp, on va pouvoir transporter au niveau du data plane les informations sur le statut des locators. C'est-à-dire, et là j'ai coupé le slide comme ça, je suis sûr que vous allez bien écouter et pas regarder ce qui est écrit sur le slide, mais c'est-à-dire que si le site 2 a 2 locators, hein, vous vous rappelez le site 2 qui était à droite, a 2 locators, les deux Y tunnel routeurs vont être capables de se connaître pour savoir s'ils sont joignables l'un l'autre. Eh bien, quand l'Y tunnel router 1 va tomber, l'Y tunnel router dans les paquets Lisp qu'il va envoyer va modifier dans l'entête Lisp des bits spécifiques qui sont des link status bits, des locator status bits, pardon, et va indiquer que l'autre locator, l'autre ETR est tombé. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, si on prend en compte, on va dire, un mécanisme classique de type probing pour assurer pour voir si quelqu'un est joignable, eh bien, on lui pose une question et on a la réponse. Et finalement, le temps minimum pour avoir l'information, c'est le round trip time. Avec les link status bits,
ben finalement, on ne demande même pas à l'autre de savoir son statut. C'est quand l'autre nous cause en permanence, on va tout de suite avoir l'information. Donc le temps minimum pour converger va non plus être du RTT, mais va être RTT sur 2. Hein, on a une convergence immédiate. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la partie convergence, elle est largement étudiée. Il y a plusieurs mécanismes. On a tout à fait la possibilité d'y passer un peu plus de temps, de regarder. Elle est documentée et il y a des solutions. Donc voilà, c'est pas un piège, c'est pas quelque chose que j'ai voulu éluder parce que ça ne marchait pas. C'est quelque chose qui marche tout à fait, mais c'est quelque chose qui voilà, je pensais que dans la présentation, ça allait rendre les choses un peu trop complexes. Et de toute façon, ben, je me doute bien que quand vous allez commencer à déployer Maqueté, vous allez rapidement tomber sur ce point-là. Et puis à la limite, peut-être dans un prochain webinaire, je pourrai aborder ça le plus en détail. Mais si j'ai pas complètement abordé le point, vous me contactez et puis on pourra faire un point plus précis là-dessus. Ça, c'était pour tout ce qui était convergence. Alors, j'ai passé un petit peu de temps, mais je pense que c'était important. D'autres questions. Support de multicast dans l'ISP. Ce que j'aime bien, c'est la question, c'est est-il prévu un support de multicast dans l'ISP? Alors ça, mais si oui, de quelle façon? Alors oui, il est prévu un support de multicast dans l'ISP, à la fois d'un point de vue standardisation, des collègues qui rédigent tout ça. Si oui, de quelle façon? J'allais dire, lisez le draft. Je ne pense pas qu'on ait encore le RFC sur ce thème-là. Au niveau implémentation, on a déjà une implémentation sur la partie multicast, sur la partie Nexus. Sur les autres plateformes, ça va arriver d'ici quelques mois, d'ici quelques mois sur certaines plateformes, d'ici la fin de l'année pour les autres. Voilà. De quelle manière, globalement, on va avoir une encapsulation d'un multicast dans le domaine EID vers un multicast dans le domaine des airlocks avec un mapping system qui va comprendre le multicast qui va pouvoir matcher les deux. Donc c'est un peu le point. Je vais poursuivre la présentation, puis à la limite, je reviendrai sur les questions auxquelles je n'ai pas répondu à la fin de la présentation. Voilà, je ne voudrais pas que ceux qui ont des contraintes horaires, que j'ai largement dépassé, ne puissent pas profiter de la fin de la présentation. Donc, alors, j'en étais à la virtualisation avec Lisp. Alors, au niveau scalabilité, nombre de VPN, de sites, je veux dire, il n'y a pas tellement de contraintes à ce niveau-là. Un 24 bits pour l'instance ID, c'est quand même pas mal. Au niveau du routage intersite, il n'y a pas besoin de routage. Donc au niveau scalabilité, c'est quand même très bon. Hein, on n'est pas dépendant d'un OSPF, d'un EIGRP, d'un IGP qui va nous limiter potentiellement en termes de nombre de sites. Au niveau segmentation, donc pas de limite et on peut chiffrer avec du GetVPN. Au côté performance, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on est sur de l'IP, on peut faire du load balancing facilement entre les sites. Donc on imagine si vous avez par exemple un site qui est connecté à 2 opérateurs, vous pouvez facilement vous assurer qu'il y a la moitié du trafic en haut et la moitié du trafic en bas. Voilà, c'était un petit peu la même chose ici, donc je vais passer sur ce point. Si, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau du mapping system ici, hein, vous avez les EID, les airlocks, mais pour chaque EID, vous avez l'instance ID correspondant. Hein. Et tout comme en MPLS VPN, où vous avez votre route distinguisher qui va vous permettre d'avoir 2 fois la même entrée, 2 fois le même préfixe, mais vu comme 2 routes différentes, là c'est pareil, on a l'interface identifier qui va finalement faire le discriminant et qui va nous permettre d'avoir 2 fois le même préfixe, mais vu dans 2 instances différentes. Et exactement comme avec le MPLS VPN, vous noterez que le map server, il n'a aucune idée de savoir à quel VRF ça correspond. On n'a pas de création de VRF au niveau du map server. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a des préfixes dans des instances ID, et c'est tout. C'est uniquement au niveau des clients qu'on va associer les VRF aux instances ID.
Et ça se fait avec une ligne de configuration. Et dans le data path, dans le data plane, vous avez l'instance ID qui est transportée. Très simple. Donc, vous faites votre VPN sans MPLS, au-dessus de l'IP, multi-site, vous le sécurisez, vous êtes scalable, vous n'avez même pas besoin de protocole de routage, et vous avez facilement la possibilité d'avoir plusieurs routeurs pour répartir votre trafic entre vos différents accès. On peut faire du 50-50, on peut faire du 30-70, du 20, enfin on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Vous avez vu, il y a des priorités. Vous avez deux éléments pour jouer, la priorité, vous pouvez faire du primaire backup, vous pouvez dire j'en ai 2 en primaire en partage de charge, 2 en backup, en partage de charge également. Hein. Priority, point. Alors, un joli use case, c'est le data center et tout ce qui va être mobilité des machines virtuelles. Et là, le point aujourd'hui, c'est, on parle beaucoup d'interconnexion data center au niveau 2, et est-ce qu'on a vraiment besoin d'étendre, de créer ces niveaux 2 entre nos sites? Et la question, ça va dépendre de l'application en fait. Des fois, on a des problématiques finalement de pouvoir bouger des workloads d'un point A à un point B, et finalement d'atterrir dans un autre subnet. Et là, on va vouloir peut-être prolonger étendre notre niveau 2 pour s'assurer que le subnet est le bon. Et puis de l'autre côté, on a des applications où toutes les VM doivent parler entre elles via du multicast de niveau 2. Et là, on comprend bien qu'on est plutôt, si on n'a pas notre lien de niveau 2 entre toutes ces VM, il y a des choses qui risquent de plus fonctionner. Mais si on est juste dans une problématique de pouvoir bouger des éléments, si vous avez suivi le début de la présentation, pour ceux qui n'étaient pas en retard, qui ont suivi la première heure, normalement vous avez compris que Lisp va pouvoir aider à ce niveau-là. Et là, peut-être, vous avez aussi peut-être compris aussi que Lisp va pouvoir aider, même si vous avez prolongé votre niveau 2. Alors, pourquoi? Si jamais vous avez vos subnets différents, vous avez plusieurs data centers, et là, c'est sympa, c'est intéressant, vous avez vos 2 data centers privés et vous avez éventuellement souscrit à une offre infrastructure as a service chez un opérateur, et vous avez une VM qui va bouger d'un data center à un autre, potentiellement chez votre cloud provider. Finalement, Lisp va pouvoir vous aider à toujours envoyer les paquets vers le bon locator. C'est-à-dire l'adresse de la machine ne changera pas, et vous allez pouvoir connaître son nouveau locator parce que la machine aura bougé, et Lisp va permettre d'assurer la glue. Puis après, on a la problématique des extensions de LAN de niveau 2. C'est-à-dire quelque chose qu'on connaît bien, c'est que quand la machine est là, elle va sortir par sa passerelle par défaut. Alors généralement, on a un gros HSRP, enfin du FHRP, HSRP ou VRRP entre tous ces éléments-là. D'accord? Et puis généralement, quand la machine veut sortir, on va vouloir qu'elle sorte par la gateway locale. Alors pour sortir, c'est assez simple, on peut faire du FHRP isolation, on va filtrer finalement les paquets FHRP à ce niveau-là, donc on va s'assurer finalement qu'il y ait uniquement les 2 machines là qui puissent être vues. Donc le paquet va ressortir forcément par le routeur local. Maintenant, pour le trafic retour, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, on n'a aucun moyen aujourd'hui, quand la machine bouge, de s'assurer que finalement le trafic retour va bien au bon endroit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le trafic va arriver dans un sens, puis finalement va arriver sur le LAN extension et va repartir de l'autre côté. On a du tromboning dans tous les sens, et c'est vraiment pas ce qui est le plus efficace. On a des mécanismes qui existent, que ce soit jouer avec du DNS, avec le temps de convergence qu'on connaît peu, je ne recommanderais pas trop. On peut injecter des routes. On peut toujours dire, finalement, je réinjecte des stacks 32 à ce niveau-là. Pourquoi pas, mais un IGP où on commence à jouer dans l'IGP avec un state protocol et des flooding dans tous les sens, à chaque fois nos LSA qui sont reçus au niveau à tous les niveaux, c'est pas forcément
c'est pas forcément le plus malin, du moins le plus efficace. Enfin, le point, c'est de dire ici que Lisp va peut-être être plus efficace. Bon, on a aussi des solutions à base de load balancer. Le point, c'est que là, du coup, c'est pas des solutions ouvertes, c'est des solutions où il y a une boîte noire et puis une interface graphique et puis on ne sait pas trop comment on va pouvoir faire évoluer, comment ça marche, etc. Donc finalement, on voit qu'avec Lisp, on va pouvoir juste envoyer le paquet vers la bonne gateway quand elle aura bougé. Alors, packet walk, S veut parler à D, le paquet arrive sur l'ingress router regarde dans son map cache, 2 entrées toujours contrôlées par le site de destination, une encapsulation Lisp vers l'ingress router désencapsule, envoie à la destination. La workload bouge, on a une détection à ce niveau-là qu'on a une adresse IP qui n'est pas dans le bon subnet. Router met à jour le mapping system qui va mettre à jour le map cache au niveau du routeur et le trafic d'être routé directement vers le bon router. Le packet flow est un petit peu plus, j'ai masqué un petit peu la magie, le contrôle. Là, on est purement data plane, j'ai masqué le control plane exactement comment ça marchait. Parce que là, on en a pour un petit moment, si on veut faire les choses proprement. Au niveau de la configuration, c'est très simple finalement. On va on va déclarer le préfixe de mobilité dans la fonction Lisp mobility. Quand on est en mobilité à travers les subnets, un point qui est important, c'est on va configurer donc 2 HSRP distincts, hein, A et B sont en HSRP et C et D sont en HSRP, mais il faut qu'il y ait la même MAC adresse qui soit configurée. Pourquoi? Parce que quand la machine va bouger, elle va chercher évidemment, elle va connaître cette MAC adresse-là, donc il ne faut pas que celle-là change. Et c'est la fonction proxy ARP qui va être utilisée sur les switches ici, pour que ces switches, même s'ils ne sont pas la gateway par défaut, la gateway réelle par défaut, hein, la gateway reste dans le subnet ici, c'est pour que ces switches-là puissent répondre aux requêtes ARP, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils vont détecter qu'une machine aura bougé. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. À nouveau, si vous avez des projets, vous venez me voir et on en discute. Même principe, hein, configuration Lisp quand on a comment ça s'appelle, une extension de niveau 2, on rajoute le mode Extended Subnet Mode pour la configuration. On n'a pas besoin évidemment de configurer l'adresse MAC parce qu'elle est de facto la même quand on est sur ce type de topologie. Alors, un point qui est le suivant, si jamais on veut que ces data centers, tout ça soit joignable, ils peuvent être joignables depuis des sites Lisp, mais ils peuvent être joignables également depuis l'Internet, depuis des sites non Lisp. Et bien là, c'est une fonction proxy tunnel router qui va faire le relais finalement entre le monde Internet et qui va aiguiller vers le bon data center. Donc on peut avoir plusieurs proxys qui vont faire le relais vers les bons data centers. Donc les principes que j'ai évoqués tout à l'heure restent les mêmes. Le trafic entre les serveurs, bien, si jamais on a une extension LAN, on va avoir le trafic, on va dire L2 classique. Il n'y a pas de différence avec ce qu'on a aujourd'hui. Quand on est maintenant à travers, quand on va passer across subnet, modèle ASM, enfin le cross subnet, quand on va avoir aucun niveau 2 entre les différents data centers, et bien là, il va falloir, la communication entre les serveurs de gauche et les serveurs de droite qui sont dans le même subnet va s'effectuer au-dessus de Lisp. Et c'est également la fonction proxy RP à ce niveau-là qui va jouer. C'est-à-dire A et B
vont prendre tous les paquets à destination de la destination pour pouvoir ensuite les encapsuler vers le bon airlock. Alors, comme on arrive vers la fin, je veux juste rapidement rappeler ce qui se passe ici, parce que je sens que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur comment ça fonctionne pour de vrai. Alors, quand la machine qui est ici va bouger, elle va arriver sur un subnet qui n'est pas le sien, eh bien, elle va commencer à parler et elle va potentiellement faire des requêtes ARP. Alors, une des conditions, s'il faut que le cache ARP soit flushé au moment du roaming pour permettre cette mobilité, pour qu'il y ait des requêtes ARP qui soient transmises. Et ce qu'on a, c'est comme ces équipements-là sont configurés pour faire du proxy ARP, et bien finalement, c'est eux qui vont intercepter toutes les demandes de communication de la machine qui aura bougé. Et non seulement ils vont intercepter, mais quand ils vont voir qu'il y a la machine dans le subnet de mobilité arriver, eh bien, ils vont updater, ils vont dire ça y est, j'ai une entrée, j'ai une machine qui a bougé, et je vais prévenir plusieurs personnes. Et déjà, je vais prévenir les éléments qui sont sur mon niveau 2 en envoyant des map notify en multicast sur le niveau 2, d'accord? Donc là, qui resteront en local, c'est-à-dire que si c'est cette entité-là, si ce routeur-là qui a détecté la mobilité, ce routeur-là va prévenir celui d'à côté via un message map notify. Il va également prévenir le mapping system que c'est maintenant lui qui gère le host en question, le /32 en question. Le mapping system va faire plusieurs choses. Il va prévenir l'ancienne personne qui avait le préfixe, eh bien qu'il y a une mobilité. Donc le mapping system, le map server va communiquer à l'ancien tunnel router finalement à l'ancien ETR que la machine a bougé. Lui reçoit la mobilité et va informer également multicast le routeur d'à côté via un map notify. Et là, l'ingress tunnel router et le proxy ingress tunnel router, ils n'ont pas encore une information qu'il y a eu de la mobilité. Hein, ils vont me dire quelle est la convergence, etc., etc. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'ingress tunnel router va continuer à envoyer les paquets au niveau de ce routeur-là. Ce routeur-là, il sait maintenant, il a reçu le map notify, il sait que la machine a bougé. Il va faire plusieurs choses. Déjà, il va prendre les paquets, il va les envoyer là, d'accord? Donc, ce qui va permettre de pouvoir continuer d'assurer la communication entre l'extérieur et le data center et la VM en question. Hein. Donc, le trafic arrive vers ce routeur-là, est encapsulé en liste, arrive ici. Mais il va également faire autre chose. Il va envoyer à l'ingress tunnel router un message SMR qui est solicite map request. Il va dire à l'ingress tunnel router, écoute, il faut que tu reposes la question pour cette adresse-là, puisqu'elle a bougé. Hein, il ne va pas directement lui dire où elle est, parce que d'un point de vue sécurité, c'est pas bon. Il faut que l'ITR redemande au map resolver et récupère l'information sur la nouvelle position de la machine virtuelle en question. Maintenant, l'ingress tunnel router connaît le bon airlock et envoie les trafics directement à la bonne entité. Ce que je veux dire, c'est un process qui peut paraître compliqué avec plein d'éléments de la chaîne, etc. Si vous réfléchissez à une route injection dans de l'OSPF ou dans du BGP, c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez un nouveau paquet qui est transmis, qui inonde le réseau, tous les routeurs qui mettent à jour leur table de routage. Ça paraît plus simple, mais en fait, ça ne l'est pas. Et là, finalement, on est dans un monde très simple, puisqu'on ne touche pas au routage. Hein. Le cœur n'est pas impacté. Allez, je reviens sur le dernier exemple. Le dernier exemple, c'est le mobile node. Le mobile node, c'est finalement, c'est de dire que notre device qui est mobile peut faire directement la fonction de ingress tunnel router quand il a plusieurs pattes de connexion, plusieurs connexions 3G, du Wi-Fi ou du Wi-Fi de la 3G, des choses comme ça. Et on va pouvoir directement avoir de la mobilité vers ce téléphone. Il va garder son adresse IP, hein, son adresse IP d'identifiant, mais ce qui va changer, ça sera son locator. Hein, et donc on peut faire ça tout à fait au-dessus de l'ISP.
Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce point-là qui est un petit peu plus spécifique à mon avis. Si vous avez des projets, on a vu des projets à ce niveau-là assez particuliers. Si vous voyez des exemples d'applications, vous pouvez me le faire signer. Statut de Lisp, plusieurs RFC du 6830 au 6836. Alors je ne doute pas que vous êtes intéressé par la MIB Lisp qu'il faudra apprendre par cœur pour la semaine prochaine. C'est le RFC 7052 et plusieurs drafts en cours. Alors peut-être que le statut a changé. J'ai pas regardé le détail. Et même on en a plus que ça. Alors le Lisp multicast c'est même pas un draft, hein, c'est même un RFC. Je me suis trompé, le 6831 qui explique comment cela fonctionne. Le support sur nos différentes plateformes qui serait, on va dire globalement à jour, globalement ISRG2, ASR1000, Nexus, 6005 également hein, pour de la virtualisation sur le 6500. Vous avez plusieurs campus et vous voulez créer finalement interconnecter ou plusieurs pods de distribution, vous voulez faire prolonger vos VPN entre ces sites-là, vous ne voulez pas vous embêter à faire du MPLS VPN, vous activez Lisp et en 3-4 lignes de configuration, c'est fait. Sur de l'iOS XR pour les opérateurs, des fonctions proxy, tunnel router, on commence à voir des gros intérêts pour certains opérateurs de passer par un overlay Lisp au-dessus de l'IP pour pouvoir fournir des services de type VPN plutôt que de conserver du MPLS. On commence à voir des choses qui changent à ce niveau-là. Et puis, donc voilà. Donc, la partie data center, NXOS et peut-être ASR1000 si vous voulez faire reposer ça sur des équipements spécifiques. Et évidemment, pour la partie virtualisation, hein, des ISR sur chacun des sites et vous montez votre VPN de cette manière-là. Alors, pour résumer, déjà des références, beaucoup d'informations, une mailing list support@cisco.com, hein, on va dire un accès direct à l'ingénierie si vous avez des questions. Vous avez quelque chose qui est intéressant et qu'il faut bien comprendre, c'est que le résumé de Lisp, c'est que c'est une architecture. Hein, c'est pas un service, c'est une architecture complète qui va vous permettre de faire plein de choses. Une fois que vous commencez à Lisp, et c'est ce qu'on a vu avec certains clients, ils ont commencé à réfléchir à Lisp pour mettre en place, par exemple, de la virtualisation. Et puis, arrive la question du déploiement IPv6 ou du data center, et les personnes commencent immédiatement à réfléchir en langage Lisp. Enfin, je ne devrais pas utiliser langage Lisp parce que c'est quand même un langage de programmation un peu vieillissant, mais ils commencent à réfléchir Lisp pour résoudre tous leurs problèmes. Donc voilà, vous avez déjà, vous commencez à créer votre réseau Lisp, vous avez le multi-homing, vous activez IPv6 toujours via Lisp, vous créez vos VRF, et bien ça va fonctionner facilement parce que vous avez rajouté 2 lignes de configuration dans Lisp, vous n'avez rien besoin de changer. Et puis finalement, vous faites bouger vos applications, vous faites bouger vos users, toujours également via Lisp. Et ça marche tout seul, quoi. C'est une base de service. Voilà. Donc, je rappelle les éléments clés, le modèle pull par rapport au modèle push, c'est de l'over the top, on ne change rien. Déploiement de simplicity, vous ne changez rien sur les hosts, vous ne changez rien sur le cœur, vous changez ça uniquement sur certains routeurs du réseau. Et vous avez vu les lignes de configuration, ce n'est pas très compliqué. On parle d'une architecture, c'est-à-dire vous commencez par faire peut-être de la virtualisation, puis finalement vous en servez après pour faire du multi-homing. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout réinventé à chaque fois. De la mobilité et surtout des standards. Même si aujourd'hui Cisco est le seul grand constructeur à fournir du Lisp sur ses équipements, on n'est pas là pour fermer les choses. On est dans une approche de standard et pour que personne ne se sente bloqué par rapport à des approches de boîte noire. Ça c'est vraiment important et c'est l'approche qu'on a toujours eue et qu'on poursuit. Voilà. J'en ai terminé. Donc j'ai bien conscience d'avoir été un petit peu plus long.
que prévu. Je vais regarder sur le Q&A, visiblement il y a des questions. Alors j'espère qu'il n'y aura pas des questions où je vais pouvoir y passer très longtemps. Et on va regarder un petit peu tout ça. Ceux qui doivent partir, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Et puis pour les autres, je reste pour répondre aux dernières questions. À bientôt. Si vous avez des idées, des besoins pour des prochains webinaires sur Réseaublog, des webinaires ouverts à tous, pareil, vous réagissez sur réseaublog.cisco.fr et vous faites vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Les dernières questions. Dans un réseau backbone avec du MPLS VPN avec des routeurs PE et P, je comprends bien qu'il suffit de configurer des ITR et ITR sur les PE, mais sur les routeurs qui étaient PMPLS, il faut bien maintenir un protocole de routage, non? Alors oui, en effet, sur la partie cœur, on va conserver le routage classique. On va s'assurer que les adresses rouges puissent parler entre elles, d'accord? Mais on ne va router plus que le backbone. On va plus router la partie edge. C'est-à-dire que si jamais ce backbone est géré par un opérateur et que vous gérez que le site distant, au niveau du site distant, vous n'avez plus à vous préoccuper du routage. C'est l'opérateur qui va faire le routage IP entre les différents sites. D'accord? Maintenant, si évidemment vous gérez le cœur et l'edge, la grosse différence, c'est que vous n'aurez qu'à router que très peu de préfixes au niveau du cœur et dans une table de routage globale et que ça ne va pas vous empêcher de faire de la virtualisation ou de l'IPv6. Hein. Vous gardez par exemple que du V4 dans le cœur. Allez, vous gardez que du V6 dans le cœur et vous pouvez, si vous en avez besoin, continuer à faire du V4 au niveau des sites distants. Voilà sur cette question. D'autres questions sur GetVPN, j'ai vu qu'il y avait eu la réponse. J'avais un slide là-dessus, on peut faire du GetVPN avant ou après la partie Lisp, et ça c'est intéressant, c'est que dans des cas on a intérêt à le faire avant, dans d'autres cas on peut le faire après. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup à ceux qui sont restés, et puis eh bien, à la prochaine pour un prochain webinar ou sur les prochains articles sur le blog. N'hésitez jamais à commenter les articles. Au revoir, merci Vincent et merci à tous et à la prochaine.